Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara a reçu hier matin une délégation du FMI, le Fonds monétaire international. La délégation est allée livrer son analyse de la situation économique de la zone UEMOA. Il en ressort que la zone se porte bien économiquement. Le FMI projette même un taux de croissance moyen de 6% pour la sous-région pour 2017. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution de Bretton Woods a également été passée en revue lors de cette rencontre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lui a procédé hier jeudi à l'installation officielle de la Commission nationale de la modernisation de l'administration. Ce nouvel organe fait partie intégrante d'une série de réformes initiées par le gouvernement pour une administration publique plus moderne et plus efficiente, adaptée aux réalités du moment. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la primature au plateau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, COMNAT-ALPC, avec l'appui du Japon, du PNUD et de l'UNMAS, a organisé une cérémonie de marquage, de destruction et de remise d'armes à la police nationale. Des armes recueillies auprès des populations à l'occasion d'opérations de collecte. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Voici comment s'opère le marquage d'une arme à feu. L'arme que voici, comme des centaines d'autres, a été recueillie par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre. Un numéro de série permettra désormais de l'identifier. L'opération de marquage des armes se déroule sous le regard du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une opération qui n'aurait pas été sans l'appui incommensurable des partenaires de la Côte d'Ivoire, le Japon, le PNUD, le système des Nations Unies. Un appui à nouveau réaffirmé. Je voudrais vous réitérer le ferme engagement de mon pays à poursuivre ses appuis aux efforts du gouvernement et la réconciliation nationale en faveur de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, ainsi que dans la sous-région. Une opération qui contribue à renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire, des efforts qui méritent d'être encouragés. En 2011 et 2016, c'est environ 12 064 armements qui ont été collectés et 37 475 armes qui ont été marquées et plus de 17 788 armes qui ont été détruites. C'est un travail important qui contribue à la sécurisation du pays. Je voudrais vous inviter à poursuivre vos efforts, car nous devons tout faire pour que seuls ceux qui en sont habilités, donc formés pour, soient détenteurs d'armes à feu. Les armes obsolètes comme ce fusil à canon scié sont détruites sur le champ. Cette cérémonie est l'occasion de permettre aux populations et aux partenaires d'avoir une lisibilité de la destination des armes qu'elles déposent à l'occasion des opérations de collecte. L'engin de guerre pourrait bien finir transformé en outil de production. Un petit mot d'agro-business à présent. Le conseiller technique du ministre chargé de l'économie et des finances a animé hier une conférence de presse au plateau. Drissa Koné est revenu sur la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de régler au mieux la crise qui secoue le secteur d'agro-business. Il a invité les souscripteurs à se faire identifier auprès des agences du Trésor public d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour accélérer le processus de remboursement annoncé pour la fin de ce mois. On en parle avec Francis Boifo. Pour le conseiller technique du ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a été suffisamment clair sur la question du remboursement des sommes investies par les souscripteurs d'agro-business. J'insiste pour dire que les remboursements se feront sur la base du capital investi, dans la mesure évidemment des soldes qui sont disponibles sur les comptes. Mais comment cela se fera concrètement sur le terrain avec les entreprises et les banques? Si les ressources
des promoteurs était insuffisante, que le paiement puisse se faire au prorata de ce qui a été investi par chacun. Donc naturellement, ça devient un pourcentage. Mais comme il s'agit de structures de promoteurs par promoteur, ce pourcentage naturellement va varier en fonction des ressources disponibles et des montants souscrits au niveau de chaque promoteur. L'opération d'identification des souscripteurs court du 20 au 26 février prochain dans les agences du Trésor d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Elle permettra d'avoir une liste fiable et satisfaire les souscripteurs dans la transparence, a ajouté le représentant du ministre chargé de l'économie et des finances. Que ce soit les listes de certains organes, de certaines structures de promoteurs, que ce soit des informations collectées au niveau des banques, que ce soit les listes même qui ont été dressées par les représentants des souscripteurs, différentes informations collectées feront l'objet de confrontations. Environ 36 700 personnes sont concernées par le phénomène d'agrobusiness. La campagne Anacard 2017 a lieu depuis ce jeudi 16 février. Les producteurs empocheront un prix de 440 francs CFA pour chaque kilogramme de noix de cajou vendu. Lors d'une conférence de presse de lancement de la campagne ce jeudi même, le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé la nécessité d'aller à la transformation du produit. Adama Kone. Le gouvernement l'a décidé hier, la mesure est en application aujourd'hui. Le marché est ouvert pour la commercialisation de la noix de cajou. Prix minimum Borchamp, 440 francs CFA, soit un gain supplémentaire de 90 francs CFA par rapport à 2016. Et les producteurs peuvent en attendre plus. C'est d'abord une bonne nouvelle. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un prix plancher. Et donc, conformément à la pratique sur le terrain, en 2016, le prix plancher était de 350 francs, mais la moyenne captée par les producteurs était de 520 francs par kilo. Donc nous espérons que cette année, les populations vont donc pouvoir atteindre les 600 francs selon leur capacité de négociation sur le terrain. Pour cette campagne, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural met l'accent sur la qualité. Mais déjà, le gouvernement se donne de la perspective pour mieux tirer profit de la filière Anacard. Tout ce gain de recettes supplémentaires, notre souhait est que les parents puissent s'organiser pour pouvoir l'épargner et utiliser cette épargne pour investir dans les unités de transformation. Parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent que ce soit des tierces personnes qui viennent transformer leurs produits. Il y aura une valeur ajoutée qui fera en sorte que ce qu'ils gagneront, ça dépassera le prix du kilo de la noix brute. Les efforts consentis depuis 2013 dans le cadre de la réforme ont porté fruit. Seulement 2 ans après, en 2015 donc, la Côte d'Ivoire se hissait au premier rang des pays producteurs avec plus de 700 000 tonnes de noix de cajou livrées sur le marché international. Comment le Trésor public peut-il contribuer à l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020? La question mobilise la direction générale de l'institution et l'ensemble de ses collaborateurs depuis hier jeudi à Yamoussoukro. Pendant 2 jours, ils vont réfléchir à trouver les actions pour une gestion efficace de la politique économique, financière et monétaire du gouvernement, du moins au titre de cette année 2017, non sans faire le bilan de l'exercice 2016. Des réflexions dans le cadre du traditionnel séminaire bilan du Trésor public de Côte d'Ivoire. Le témoignage de Léon Brou. Sur un objectif de 1387,9 milliards de francs CFA au titre des ressources sur les marchés des capitaux, le ministère de l'économie et des finances en a mobilisé 1407,2 en 2016. À cet exploit, par exemple, quelle a été la contribution du Trésor public? La réponse, après le bilan exhaustif de l'exercice 2016, mais déjà une certitude, le Trésor public se porte bien à la lumière du rapport général sur l'état de l'institution et l'examen de son plan stratégique de développement entamé par son premier responsable. Seront aussi arrêtées les actions conformes à la lettre d'orientation du Trésor qui place 2017 sous le sceau de l'amélioration et de la disponibilité de l'information. Il s'agira pour chaque service et acteur de veiller à l'exhaustivité et à la fiabilité des données produites et enregistrées, la célérité dans leur production, leur parfaite centralisation, la reddition régulière des comptes, l'amélioration du système d'archivage des données.
Ces exercices, parce que l'information se veut un outil incontournable d'aide à la décision et la décision pour le gouvernement, c'est que le Trésor public participe à l'accélération de la transformation de l'économie, tout d'abord en mobilisant sur les 6 500 milliards de francs CFA, budget 2017 de l'État, environ 2 500 milliards. Il reviendra au Trésor public de mettre en œuvre les actions visant à réaliser les 5 objectifs spécifiques ci-après. La mobilisation et l'optimisation de ressources pour le financement de l'économie, le soutien à la transformation structurelle de l'économie, la modernisation de l'administration économique et financière, la conduite des réformes économiques, financières et monétaires, l'amélioration de la gouvernance et la promotion de l'éthique. Des actions contenues dans le plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public adopté en septembre 2016, document remis sur place aux représentants du ministre de l'Économie et des Finances. Un cadre de vie propre et agréable, c'est ce à quoi veut aboutir la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Pour réussir ce pari, une opération Grand Ménage est prévue à partir de ce 23 février. Anne-Désirée Ouloto a pour cela rencontré les leaders religieux pour leur demander leur implication. 64% de la population ivoirienne est composée de croyants musulmans et chrétiens, selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Les leaders religieux étant des moralisateurs et des éveilleurs de conscience, la ministre Anne-Désirée Ouloto a décidé d'aller à leur rencontre pour solliciter leur appui dans la lutte contre l'incivisme des populations en matière de salubrité. La cause de la propreté est une cause nationale. Et nous voulons que les religieux s'approprient ce projet-là et qu'ils nous aident à transformer notre pays, qu'ils nous aident à sensibiliser l'Ivoirien, de ne plus jeter les déchets dans la rue, de ne plus jeter les sachets plastiques dans la rue, de ne plus jeter les eaux usées dans la rue. C'est ensemble que nous y arriverons. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Autrement dit, Dieu n'aime pas la saleté. Donc le mot Côte d'Ivoire béni nécessite une Côte d'Ivoire propre. Donc Madame la ministre, avec Dieu, on va sur son programme et la prière est le thème salut de l'humanité. Ce qu'elle va faire, plus la prière, nous sommes champions au nom de Dieu. Changement de mentalité et de comportement, protection de l'environnement et du cadre de vie, autant de défis que comptent relever les leaders religieux dans leurs différentes mosquées et lieux de culte pour accompagner le gouvernement dans le cadre de l'opération Grand Ménage qui démarre le 23 février prochain. L'actualité internationale, en bref, au Mali, l'enquête se poursuit à Kémassina après les affrontements qui ont fait 20 morts et 16 blessés le week-end dernier dans cette localité du centre du pays. Affrontements intercommunautaires, conflits fonciers, implication de terroristes djihadistes. Les pistes sont nombreuses. 4 hommes ont d'ores et déjà été interpellés mercredi soir par l'armée malienne. Une grande rencontre entre leaders syndicaux et de l'éducation et enseignants en grève depuis le 6 février dernier s'est tenue à la Bourse du Travail à Conakry. Ce meeting avait pour objectif de rendre compte à la base de la rencontre entre les leaders syndicaux et le président Alpha Condé qui appelle à la fin du mouvement. Les enseignants réclament notamment des hausses des salaires ainsi que le recrutement de vacataires. Hier, 16 février, lors d'une conférence de presse, le président des États-Unis a fait la liste de ses réussites depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Selon Donald Trump, les journalistes sont des menteurs. Ils sont d'ailleurs, d'après le président, responsables de presque tous les problèmes aidés par les juges. Si la réconciliation avec Moscou n'a pas lieu, ce sera de la faute de la presse. Si le décret sur l'immigration est bloqué, c'est à cause d'une mauvaise décision de juge. 3 attentats ont été commis en 3 jours à Bagdad. Le plus meurtrier a eu lieu hier jeudi et a fait 52 morts et des dizaines de blessés dans une attaque à la voiture piégée signée du groupe État islamique. Les djihadistes, cibles de l'importante offensive de l'armée irakienne à Mossoul, conservent vraisemblablement une importante force
de nuisances. Et puis, pour terminer, au Burundi, sachez qu'un nouveau round de discussion pour une sortie de crise au Burundi, censé se pencher pour la première fois sur les questions de fond, a commencé hier, jeudi 16 février, à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, dans de difficiles conditions. Le gouvernement du Burundi, qui dénonce notamment la participation d'opposants qui sont recherchés par la justice burundaise et la présence d'un représentant de l'ONU qui l'a récusé, a annoncé mercredi soir sa décision de boycotter cette session. On en parle avec Michel Digré. Le facilitateur dans la crise burundaise et ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, ne veut pas baisser les bras, même si ces pourparlers reprennent dans un contexte particulier. Le parti au pouvoir ne veut pas s'asseoir à la même table de négociation que l'opposition. Décidé à aller de l'avant, l'ancien président tanzanien va donc recevoir tour à tour les leaders d'opposition burundais qui ont répondu à son invitation. Il fera ensuite la synthèse des différentes positions pour en tirer un projet d'accord de sortie de crise pour le Burundi qu'il va d'abord soumettre aux chefs d'État qui l'ont mandaté. Le plus dur commence donc. Mkapa espère arriver à rapprocher les points de vue avant la fin du mois de juin, à moins que l'intransigeance des uns et des autres ne l'amène à jeter l'éponge d'ici là, comme le craignent certains diplomates. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI1.